Voilà, bonsoir à tous. Cette dernière séance du mardi 7 juillet, cette dernière séance nous permet d'écouter l'étudiant Samuel Lafalaise qui avait à traiter du sujet suivant: comment les pratiques pédagogiques différenciées dans le contexte haïtien reproduisent-elles les inégalités cognitives selon l'origine sociale des élèves du cycle fondamental dans la commune de Jacmel. Il fera une analyse de l'année scolaire 2025-2026. D'accord? Donc, je lui passerai la parole. Ensuite, je demanderai au rapporteur du Chéri de faire le point, de nous faire un rapport sur ce qu'il a lu. Et on passera pour terminer la parole au directeur de mémoire. Alors, je demande à Samuel de prendre la parole pour 10 minutes, pas plus. Bonsoir, Monsieur le Président, bonsoir, Monsieur le rapporteur, bonsoir, Monsieur l'encadreur, et bonsoir à tous. Je suis Guéva Samuel Consigliano Lafalaise, étudiant en sociologie du développement à la faculté des lettres et des sciences humaines à Lille. Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de mon mémoire de licence réalisé sous la direction du professeur Ronald Harris. Ce travail s'intitule Inégalité scolaire et construction collective, analyse des pratiques pédagogiques différenciées et de leurs effets sur les inégalités cognitives selon l'origine sociale des élèves du cycle fondamental dans la commune de Jacmel. Une étude menée au cours de l'année scolaire 2025-2026. Cette présentation sera structurée en 4 grandes parties. D'abord, je vous présenterai la problématique qui a guidé ma réflexion. Ensuite, j'exposerai la méthodologie employée. Puis, je détaillerai les principaux résultats obtenus avant de conclure en présentant les perspectives pour votre travail sur l'éducation en Haïti. Pour comprendre notre sujet, il faut d'abord poser le contexte. Le système éducatif haïtien est traversé par 3 fractures profondes qui se renforcent mutuellement. Premièrement, la fracture linguistique. Car en Haïti, plus de 95% de la population a le créole comme langue maternelle. Pourtant, l'école enseigne exclusivement en français. L'enfant créolophone doit donc accomplir ce que nous appelons un double saut cognitif. Il doit en effet apprendre une nouvelle langue et en même temps construire ses savoirs. Deuxièmement, la fracture sociale. D'un côté, l'élite envoie ses enfants dans des écoles privées bien dotées. De l'autre, la majorité des enfants fréquentent le secteur public sous-financé ou des écoles communautaires qui fonctionnent avec des moyens très limités. Et troisièmement, la fracture cognitive. Les enfants des classes favorisées arrivent à l'école avec un capital culturel en adéquation avec les attentes de l'institution, comme nous l'a montré Moudjou. Les enfants des classes populaires, en revanche, voient leur culture ignorée, voire dévalorisée. Ainsi, on constate que l'école, loin d'être neutre, légitime ces inégalités en les présentant comme des différences de capacité individuelle. Face à cette hétérogénéité extrême, une solution est invoquée, la pédagogie différente. L'idée est simple: adapter l'enseignement à chaque élève pour lui permettre de progresser à son rythme. Mais c'est précisément ici que naît le paradoxe qui est au cœur de notre recherche. Une pratique conçue pour réduire les inégalités ne risque-t-elle pas en réalité de les renforcer? Puisque dans le contexte haïtien, la différenciation est souvent mise en œuvre de manière intuitive, sans formation adéquate des enseignants. Notre question de recherche est donc la suivante: à quoi les pratiques pédagogiques différenciées dans le contexte zyglossique haïtien participent-elles à la reproduction des inégalités cognitives? Pour y répondre, nous avons formulé 3 objectifs spécifiques. D'abord, analyser les critères sur lesquels les enseignants fondent leur différenciation. Ensuite, évaluer la nature cognitive des tâches proposées aux différents groupes d'élèves. Et enfin, examiner le rôle de la langue dans la mise en œuvre de la différenciation pédagogique. Pour suivre ces objectifs, nous avons choisi une approche qualitative. Contrairement à une approche quantitative qui mesure les corrélations statistiques,
l'approche qualitative permet de comprendre les processus et les significations que les acteurs donnent à leurs actions, ce qui nous a permis d'observer finement les interactions en classe et d'accéder aux dimensions implicites de la pédagogie. Notre terrain d'étude, la ville de Jacmel, a été choisi pour ces constats. Elle présente à la fois des caractéristiques urbaines et une proximité avec des réalités rurales. Au sein de cette ville, nous avons sélectionné une école communautaire qui accueille majoritairement des élèves de milieux populaires, un public essentiellement créolophone. Pour collecter nos données, nous avons utilisé deux techniques complémentaires. Premièrement, l'observation directe en classe. 415 observations d'environ 2 heures chacune ont été réalisées. Nous avons élaboré une grille d'observation systématique pour noter la nature des tâches, la langue utilisée, les critères de regroupement et la qualité des interactions. Nous avons aussi adopté une posture non participante. Une première séance de familiarisation a été organisée pour réduire l'effet outward, c'est-à-dire la modification des comportements dus à la conscience des observateurs. Deuxièmement, des entretiens semi-directifs ont été menés avec deux enseignants observés et avec un chef d'établissement. Un guide d'entretien flexible nous a permis d'aborder des thèmes comme le parcours de l'enseignant, sa perception de l'hétérogénéité, ses pratiques déclarées de différenciation et son usage de langue. Enfin, nous avons systématiquement confronté ce que les enseignants disaient en entretien avec ce que nous avions observé dans leur classe. Ce croisement nous a permis de détecter les écarts entre le discours et les pratiques. À travers les résultats, nous avons identifié trois mécanismes par lesquels la différenciation pédagogique peut reproduire les inégalités. Dans les discours des enseignants, ils déclarent que certains élèves sont mutuellement plus de que d'autres et que certains maîtrisent les schémas et les calculs sans effort, mais aucun ne mentionne les mécanismes sociaux comme la diglossie ou l'inégalité des ressources familiales. Dans les pratiques en classe, cette naturalisation se traduit par des feedbacks différenciés où les élèves perçus comme forts reçoivent des feedbacks approfondis sur le fond de leur raisonnement. En revanche, les élèves perçus comme faibles reçoivent des retours superficiels sur la forme. Ce mécanisme correspond à ce que Bourdieu appelait la reproduction sociale. L'école transforme les écarts d'origine sociale en différences individuelles naturelles, légitimant ainsi les inégalités. Il faut toutefois nuancer ce constat, car les enseignants observés ont des intentions égalisatrices. Ils traduisent les consignes en créole et organisent des groupes spontanés pour éviter la stigmatisation. Mais on doit dire que les bonnes intentions ne suffisent pas à inverser les mécanismes sociaux. Deuxième mécanisme, c'est la hiérarchisation cognitive. Dans le premier temps, les élèves défavorisés se voyaient attribuer des tâches mécaniques et répétitives comme des exercices de copie et des exercices actifs. Les élèves favorisés, en revanche, accédaient à des tâches complexes et créatives, notamment la résolution de problèmes impliquant plusieurs étapes et l'analyse de textes en procès. Mais une nuance importante est apparue. Dans un second temps, nous avons observé que les élèves défavorisés étaient également orientés vers des tâches complexes. Cependant, ils accédaient avec un usage systématique du créole comme l'examen. Ce constat rejoint les travaux de recherche qui montrent que la différenciation peut conduire à donner aux élèves défavorisés une version appauvrie du savoir. Troisième mécanisme, c'est la hiérarchisation linguistique, qui est, selon nous, le plus puissant et le plus systématique. Le créole est cantonné à des fonctions subalternes, donner des feedbacks superficiels aux élèves défavorisés, et il est utilisé pour les interactions informelles et les encouragements. Le français, en revanche, est réservé aux fonctions intellectuelles légitimes, donner des feedbacks approfondis aux élèves favorisés, utilisé pour les interactions formelles avec l'ensemble de la classe. Cette répartition correspond parfaitement à la théorie de Dunn, puisque le créole fonctionne comme un code instinct et le français comme un code élaboré. En conclusion, à travers ces résultats, nous avons identifié trois mécanismes par lesquels la différenciation pédagogique contribue à la reproduction des inégalités politiques. D'abord, la naturalisation où un problème social est transformé en une capacité individuelle. Ensuite, la hiérarchisation cognitive où le meilleur savoir est réservé aux élèves meilleurs. Enfin, la hiérarchisation linguistique dans laquelle le français est associé à l'intelligence légitime, tandis que le créole est cantonné à la discipline et aux tâches subalternes. Les résultats montrent que l'école n'est pas un espace neutre, mais plutôt un miroir des inégalités sociales qui légitime la position des dominants. Cependant, il est important de souligner que les enseignants observés
ne sont pas des exécutants passifs dans la reproduction sociale. Ils ont des intentions égalisation, mais ils sont contraints par un système et par une formation insuffisante. Euh, Ce travail ouvre plusieurs perspectives pour une différenciation véritablement égalisatrice. Premièrement, maintenir des objectifs communs exigeants pour tous les élèves, notamment en diversifiant les chemins pour atteindre des savoirs de même nature. Deuxièmement, la transparence des critères de différenciation, car les élèves doivent comprendre pourquoi ils reçoivent telle tâche plutôt que telle autre pour éviter la stigmatisation. Troisièmement, la formation des enseignants à la pédagogie différenciée avec des modules spécifiques sur l'observation fine des élèves, le diagnostic des difficultés et l'usage des langues en contexte linguistique. Quatrièmement, une politique linguistique claire qui valorise le créole comme une ressource pédagogique légitime et qui pense la progression vers le français de manière structurée. Cinquièmement, des dispositifs de soutien structurel dans les établissements accueillant les élèves défavorisés, comme le tutorat et le renforcement. Et sixièmement, l'amélioration des conditions du travail des enseignants par une rémunération décente et une réduction des effectifs par classe. Et en fait, il y a ce petit détail que nous devons partager. Donc ça dit que l'école haïtienne ne peut pas être une ascension sociale. Elle continue de reproduire dans ses pratiques quotidiennes les clivages sociaux et linguistiques de notre société. Les bonnes intentions individuelles ne suffisent pas. Il faut des réformes structurelles ambitieuses. Merci. Donc, je vous remercie pour votre attention, Monsieur le Président, et je suis ouvert à toute éventuelle question et suggestion. Merci, Samuel, pour ton exposé qui est totalement intelligible, que l'on entend très bien, qu'on comprend très bien. Une expression orale qui est claire. Hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi, je suis un peu gêné par ton document écrit. Ton document écrit, même s'il faut reconnaître que tu as de bonnes références, même si parfois elles sont anciennes, mais tu as de bonnes références bibliographiques. Tu as présenté ta bibliographie, c'est la seule chose qui soit bien présentée dans ton document, c'est la bibliographie. Mais ton document ne respecte rien. Est-ce que tu as eu en main le document qui indique comment présenter le mémoire à l'IUS? Est-ce que tu as eu ça en main? Oui, bien sûr, Monsieur Et tu Céliben. as fait ça? Tu as eu ça en main? Tu as fait ce document? En fait, je dois préciser qu'il y avait une petite erreur dans la soumission de mon travail et Comment une je petite l'ai erreur? aperçu, Il n'y a pas une après. petite erreur. Il n'y a pas une petite erreur. Ouais, C'est tout le document. j'ai soumis C'est un pas une petite document. erreur. Ton document n'a pas une petite erreur. Ton document n'est pas un mémoire tel que nous le demandons. C'est tout le mémoire. C'est pas une petite erreur. Bon, enfin, tu auras l'occasion de revenir quand tu auras la parole. Donc, pour l'instant, je vais plutôt laisser parler le rapporteur, hein, parce que je ne comprends pas que dans un document que tu soumets, il n'y a pas de section, il n'y a pas de paragraphe, c'est n'importe quoi. Il y a les chapitres et puis une accumulation, une succession de 1.2, 2.3, 3.1, 4.5. Depuis quoi tu as vu ça dans les documents qu'on t'a donnés? Tu n'as jamais vu ça. Ces histoires de 1.2.3, ça n'existe pas chez nous. Il y a des sections. Et puis dans un mémoire, il y a des annexes. Et dans un mémoire, il y a une table des matières. Pourquoi on ne voit pas tout ça dans ton document? Mais c'est n'importe quoi. Tu m'as dit oui, tu as eu le document en main. Si tu as eu le document en main et que tu as fait ça, c'est que tu as fait exprès. Je ne trouve pas d'autre explication. Comment on peut avoir un document qui vous dit voilà comment présenter votre travail et tu fais exactement l'opposé? Ne me dis pas que tu as eu le document en main. De deux choses l'une. Soit tu ne l'as pas eu en main, ou soit tu l'as eu en main et tu te dis, ça ne m'intéresse pas, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour les autres, pas pour moi. Voilà, il n'y a que ça qui explique ta remise de ce document. Alors que tu sembles maîtriser ton sujet, tu sembles assez clair dans ton expression,
tu as un travail très intéressant, mais tu bousilles ton travail parce que tu veux faire à ta tête. Mais personne ne fera à sa tête dans les US, personne, ni les étudiants, ni les enseignants. Il y a des règles et tu les respectes. Point. Bon, enfin, je passe la parole pour l'instant au rapporteur, cher collègue Dupré Chéri, tu es là. Tu peux rapporter, s'il te plaît. Merci, Monsieur le Président. Je tiens avant tout à féliciter chaleureusement l'Impétron pour le choix de ce sujet à la fois courageux, crucial et d'une brûlante actualité. Aborder la façon dont la différenciation pédagogique, une approche initialement conçue pour l'inclusion. Donc, c'est un peu paradoxalement devenir un vecteur de reproduction des inégalités cognitives selon l'origine sociale des élèves qui témoigne d'une grande maturité intellectuelle. Un autre point remarquable de ce travail réside dans sa maîtrise de la langue et sa rigueur formelle. Donc, il est particulièrement plaisant de lire un mémoire d'une telle densité, écrit dans un style aussi fluide, précis et académique. Donc, l'Impétron démontre une excellente capacité rédactionnelle caractérisée par une rareté notable de fautes grammaticales. Félicitations également pour la présentation. Les objectifs de son mémoire sont clairement formulés. Dès le départ, le travail se distingue par ses objectifs précis et alors sans zone d'ombre ni hors sujet. Cette transparence méthodologique guide les lecteurs avec efficacité. Nous poursuivons pour dire que M. Samuel mobilise avec pertinence les théories de la sociologie de l'éducation, notamment les concepts de capital culturel et de reproduction sociale, c'est pour éclairer la réalité haïtienne. Il a des concepts sociologiques complexes au contexte spécifique de l'école fondamentale en Haïti. Alors, tu ne te contentes pas d'arriver des témoignages sur les structures avec les logiques et les analyses en finesse. Donc, cette présentation soignée permet de visualiser immédiatement l'impact des pratiques pédagogiques sur les élèves à Jacmel. Cependant, toutefois, pour que ce diagnostic sur les écoles fondamentales de Jacmel soit pleinement rigoureux, certaines lacunes doivent être relevées, comme vient de commencer à mentionner Dr. Fred. Donc, ces failles, qu'elles soient théoriques ou techniques, méritent notre attention pour éviter des erreurs d'interprétation. Tout ce que je vais dire là, ce sont des exemples. Le cycle fondamental se structure sur plusieurs années pour stabiliser les compétences cognitives d'un enfant. Donc, en observant les pratiques sur une seule année d'études, donc l'étude ne peut pas mesurer l'évolution réelle ni l'accumulation des retards chez les élèves issus des milieux favorisés. Donc, le travail souffre également de glissements géographiques qui biaisent les résultats de l'enquête. Alors que le titre et les objectifs annonçant une étude à l'échelle de la commune de Jacmel, qui a restreint sa collecte de données uniquement au centre, c'est-à-dire la ville de Jacmel.
Donc, pourtant, la commune de Jacmel comprend beaucoup de sections communales donc, qui comptent également beaucoup de fonds. Alors, si j'aimerais bien, alors je pose cette question à Samuel. En vous limitant strictement à l'année 2025-2026 et à la ville de Jacmel, comment pouvez-vous garantir que les inégalités que vous observez sont le produit direct des pratiques de cette année-là et non le cumul? Je reprends, en grosso modo, rapidement. En vous limitant strictement à l'année 2025-2026 et à la ville de Jacmel, comment pouvez-vous garantir que les inégalités que vous observez sont le produit direct des pratiques de cette année-là et non le cumul? Voilà, donc c'est ma question, c'est la toute première question. Il y a également dans le document qui m'est parvenu l'absence de questions de recherche. Je peux chercher à travers le document qu'on m'a envoyé la question de recherche. C'est une faille majeure dans l'architecture de ce travail. Tu as omis de formuler explicitement une véritable question de recherche. Et pourtant, en méthodologie des sciences sociales, donc cette question est le pivot central qui transforme un sujet général en une enquête scientifique ciblée. Donc, dans cet énoncé clair, le travail risque constamment la dispersion. Si tu te trouves à accumuler des contacts sur l'année 2025-2026 à Jacmel, sans que l'on sache précisément, alors, à quelle énigme intellectuelle ou scientifique tu invites de répondre à la troisième chose, le travail souffre également d'une maladresse de construction. Exemple, l'annonce des partis intervient de manière précipitée. Les productions doivent fonctionner comme un entonnoir qui mène naturellement vers le questionnement. Donc, par exemple, à la page 6, donc, de façon anticipée, par exemple, il dit ainsi, ce travail promet de suivre le plan qui suit un chapitre et seront eux-mêmes divisés en sous-points, etc. Et après, tu poursuis après les objectifs. Donc, d'après, disons, le canevas de l'IS, donc là, pour moi, tu es en train de zigzaguer. C'est ça. À la façon, c'est bien le zigzag. D'accord? Parce que après, tu vas continuer avec la présentation du plan. Par exemple, à la page 9, tu as annoncé 4 sections. Et pourtant, tu as relaté 3 sections. Dans le premier chapitre du travail, il a annoncé 4 sections, mais tu as développé 3. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas relu après avoir fini d'écrire. Ça, c'est un problème. Donc, il existe une cohérence structurelle majeure qu'il faut reprendre. La différence pédagogique consiste à adapter son enseignement pour répondre à la diversité des besoins, des rites et des efforts des élèves d'une même classe. Son objectif, comme je l'ai dit, est de proposer quelque chose de différent pour que tous atteignent les mêmes objectifs. On peut différencier une situation pédagogique à travers 4 leviers: le contenu, ce que l'élève apprend, le processus, comment il apprend, le produit, comment ils vont ce qu'il a appris, la structure,
l'environnement ou avec foyer. Alors, compte tenu de tout ça, c'est une deuxième question. Comment la différenciation pédagogique peut-elle être la reproduction de l'inégalité à partir de tout ce que je viens de dire? Et comment la différenciation? Puisque nous considérons la différenciation pédagogique comme un moyen permettant à tous les élèves d'atteindre des objectifs. Ainsi, comment la différenciation pédagogique peut-elle être la reproduction de l'inégalité? Samuel, tu es là. D'accord. Non, tu continues. Non, tu continues. Page 17. Tu as parlé de système éducatif haïtien, tu as donné le pourcentage, fait 2 paragraphes, et pourtant, tu n'as pas donné de source. Tu as contenté d'écrire toute une page sans, disons, de source de référence. Donc, l'absence de source dans une grande partie des documents pose des sérieux problèmes de probité académique. Donc, s'il s'agit d'un point de théorie le risque de, désolé, le risque de plagiat par omission est je vais pousser pour dire que le mémoire manque réellement d'outils de vérification. Une bibliographie aussi restreinte est insuffisante pour un travail sur les cycles fondamentaux. Et plus grave encore, l'omission des annexes. L'omission des annexes jette un voile de doute sur ce que je pourrais appeler la matérialité de l'enquête de Jacques Mel. D'accord, donc si nous visons un peu sur la bibliographie, tu as contenté de mettre la bibliographie en Italie. Ou est-ce que tu as trouvé ça dans le Canada dernier? Et après, dans considération. Donc, tu dois enrichir davantage les références de recherche et insérer en annexe des outils de connaître des données avant que ce travail puisse être validé. Autre chose, je vais terminer. Autre chose, tu dois à la page 13, il y a toute une contradiction dans ta rédaction. Tu as parlé des principes fondateurs de la pédagogie différenciée, simple mais exigeante. Les élèves n'apprennent pas de la même manière, au même rythme, ni avec, disons, les mêmes supports. Donc, c'est un propos. En pédagogie en sciences cognitives, on explore cette réalité à travers plusieurs dimensions. Et les profils cognitifs et traitement de l'information de particulière, d'accord, le bagage de connaissances antérieures, les facteurs effectifs et motivationnels, le contexte socio-culturel et environnemental réussi dès l'enfance et le soutien familial, en tout dernier lieu, le rythme biologique et le développement. Alors, si on est conscient que tous les élèves n'apprennent pas de la même manière, au même rythme, mais avec les mêmes supports dès le départ, enseigner des parties d'identification revient à produire à accroître des inégalités. Mais pourquoi a-t-on rendu l'enseignant responsable en français de l'inégalité sociale? Puisque le problème de l'élève pourrait venir de tout part. Mais pourquoi c'est un problème de langue en parlant de la diglossie, disons le rapport entre le français et le créole? Donc, pourquoi?
J'enchaîne de dire, pour interroger en ce thème, comment as-tu procédé pour distinguer les élèves défavorisés de ceux qui sont favorisés? La toute dernière, la différence pédagogique qui est une approche générale qui consiste à adapter l'enseignement aux besoins des élèves. Les pratiques pédagogiques différenciées sont les méthodes et activités concrètes utilisées pour mettre en œuvre cette approche en place. Dans l'annonce du plan, le premier chapitre n'a pas été pris en compte. D'accord? Le premier chapitre n'a pas été pris en compte. D'accord? C'est pour moi, c'est tout un désordre. Un peu plus bas, il y a développé un ensemble de théories, mais que, donc c'est encore pour persister sur ce que tu n'as pas mis en termes de référence du programme. Alors, tu es invité à reprendre le travail, le relire. Par exemple, pour jeter le coup d'œil sur la page de couverture qui est en couleur. Bah, je ne sais pas pourquoi, c'est en couleur. Hein? Tu vas reprendre le canevas pour recadrer les caractères. Donc, à l'IS, donc, il y a une façon de faire. Il y a des mots qui sont mal orthographiés. Hein? Tu vas les reprendre également. Par exemple, à la page de chiffre 80, il y a un mot dans le cycle qui commence par une lettre minuscule. Tu vas reprendre ça. Page 25 également avant 2, 3, donc c'est plus que double pélé. Page 28 également pour déduire l'origine des élèves. Nous nous sommes fondés. Il y a une faute ici dans fondé. Donc, il y a également là où tu as choisi de mettre en gras, là où tu as mis des chiffres, hein, des chiffres romains, c'est pas romains, pardon, arabes, pour identifier les sections, les parties. D'accord? Donc, tu vas reprendre le canevas afin d'adapter ton travail donc, au canevas avant le dépôt des films. Merci, Monsieur le Président. Parfait. Merci, Monsieur le rapporteur. Alors, oui, je vais ajouter une question par rapport à ce qui a été déjà posé comme question. C'est une question de fond. Quand tu dis qu'en Haïti, l'école est là pour reproduire les structures sociales, etc., etc. Tu sais que c'est la même chose que l'on dit en France, en Allemagne, en Belgique. Il y a des sociologues qui défendent la même thèse que toi dans les pays développés, hein, que l'école est là pour la reproduction des catégories, d'avantages. C'est le mec qui tient le même discours que toi. Alors, qu'est-ce que tu peux dire pour montrer, marquer la différence entre ce propos qui est tenu en Haïti et ce même propos qui est tenu dans les pays capitalistes, hein, dans les pays occidentaux capitalistes? Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Voilà, tu as la parole, mais tu réponds d'abord au rapporteur et après à moi-même. Tu as la parole. Merci, Monsieur Sullivan. Merci, Monsieur le. D'abord, j'ai tout noté. J'ai tout noté, de toute façon, puisque ce sont également des questions. Mais je tiens à préciser que ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que dans la soumission de mon travail, il y a eu un petit souci. Et la dernière fois, j'assistais à la soutenance
bras misère un autre étudiant que M. Ronald Andris a encadré. Donc, c'était nous deux. Et nous avions un petit souci avec, en termes d'outils numériques. Donc, nous étions en train d'utiliser le même ordinateur. Et le problème, lors de la soumission, donc vous savez, avec la question d'Internet et tout, donc lors de la soumission, il y a ce qui a été soumis comme travail, c'était comme un crash de travail. C'était pas le document final. Donc, et moi-même, je l'avais pas remarqué. Donc, c'est après la publication du calendrier, et j'ai vu que même le sujet que monsieur, mon encadreur, m'avait conseillé de changer, d'apporter des modifications, et j'ai vu que le sujet était resté comme il était auparavant. Et rapidement, je suis allé vérifier le travail, le document soumis n'était pas le document final. Et ce que j'ai fait, j'ai rapidement écrit un mail donc, au responsable des affaires académiques et j'ai mis mon secrétariat pédagogique ainsi que mon directeur de mémoire en copie pour dire que ce travail était susceptible d'entraver donc, la qualité de recherche donc, en tant que professionnel ou en tant qu'étudiant en sociologie, car il ne respectait pas vraiment les règles mentionnées dans le canevas de l'IUS. Donc, mon travail final a vraiment une étape de matière et d'ailleurs, je l'ai devant moi et j'ai tout de suite signalé ça également à M. Ronald Andris. Mais ce qui m'est apparu un peu bizarre, c'est que après l'envoi du mail, j'ai reçu une réponse disant que oui, et mon mail a bien été accepté et que les suivis seront faits auprès de mon secrétariat pédagogique. Donc, je suis un peu surpris de voir aujourd'hui que c'était le même document, le document fossile qui était transmis au jury ainsi que, alors qui était retenu. Donc, Alors, alors le problème, c'est quand tu prends du retard comme ça crée de la cacophonie. C'est pourquoi nous invitons les étudiants à respecter les délais pour éviter la cacophonie. Bon, puisque tu as déjà fait le travail, tu n'auras pas de mal à déposer la dernière version que tu avais déjà travaillé, sur laquelle tu avais travaillé, plus les remarques qui te sont faites aujourd'hui pour déposer. J'espère que dans une semaine, 2 semaines, tu auras travaillé tout ça pour déposer ta bonne version de ton document. OK? oui, alors je dois préciser, Monsieur Sullivan, que bon, vous avez raison, donc il y avait un peu de retard et Monsieur Andris l'avait également signalé, car j'avais un peu de mal donc, dans mon enquête de terrain, car les institutions étaient plutôt restreintes donc, à m'autoriser à mener mon enquête. Donc, ce qui m'a fallu, donc, une semaine et de plus donc pour la soumission de mon travail. Donc, c'était là le problème. Mais moi, je suppose que c'est pour cela que j'ai écrit ce mail rapidement, parce que je suppose que le premier travail soumis, donc c'est celui qu'on va considérer et que la note qu'on va attribuer au travail comment dire, se rapportera à ce travail. Donc là, j'ai le travail, donc quand ce travail n'a pas de 1.1, 1.2, ça c'était le crash de mon travail. Et donc il a été soumis par erreur. Donc là, je pense que j'ai mon travail et je l'ai signalé au responsable des affaires académiques et j'ai reçu un mail disant que oui, on allait faire le suivi nécessaire concernant ce travail. Donc, pas du tout mon travail final. Donc, et que, par conséquent, il y a beaucoup de remarques, il y a beaucoup de suggestions apportées là aujourd'hui qui, ils avaient déjà fait l'objet de correction de mon travail. Donc, suite au. Votre micro a fermé, M. Céline. Oui, mais on a compris. Passe aux réponses. Le temps passe. OK. D'accord, merci. Je réponds à la première question du rapporteur. Donc, je vous remercie, monsieur le rapporteur. Et la première question, c'était en me limitant sur une année et la ville de Jacmel, comment est-ce que je pourrais garantir que les inégalités observées sont le produit
de cette année et non un cumul euh, des années précédentes. Je dois préciser que le travail contient beaucoup de limites. Le travail contient beaucoup de limites, notamment euh, le fait que beaucoup d'établissements étaient restreints, donc ne voulant pas nous laisser mener notre quête au sein de leur établissement. Mais il y a, il y a cette question d'immersion, donc je voulais l'aborder parce que le travail devrait être réalisé sur une période un peu plus longue. Par contre, les, les pratiques, les inégalités observées au sein de cette année dans le travail, c'est une étude menée au sein de l'année 2024, alors 2025 et 2026, mais ça ne veut pas dire que les inégalités observées sont précis à cette année exactement. Moi, ce que je voulais montrer, c'est que l'école, par rapport à la langue, aux inégalités sociales et également aux inégalités cognitives, parce il y a certains élèves que les parents accompagnent, leurs parents les accompagnent chez eux et ils viennent à l'école avec un capital culturel élevé. Donc, je voulais préciser que tous ces facteurs-là reproduisent alors permettent à l'école de reproduire les inégalités sociale et influence la condition des élèves. Mais ce n'est pas pour dire que c'est exactement dans cette année. Donc je pense que l'objectif, selon moi, c'était exactement de montrer qu'au fil du temps, donc l'accumulation des différentes années perpétue ces inégalités. Ensuite, il y a la question de recherche. Donc ce que je ne vais pas aborder parce que c'est dans le document final, c'est déjà fait, il y a la question de recherche. Et les objectifs, voilà, je vais prendre un temps parce que les objectifs, ils étaient vraiment vraiment après l'annonce du plan. Donc ça, je vais corriger cela. Et comment les différenciations pédagogiques peut-elles être la reproduction des inégalités? Je dois souligner que la différenciation pédagogique, comme vous l'avez mentionné, monsieur le rapporteur, dépend. Mais les inégalités dont nous parlons, ce ne sont pas des inégalités que l'école ne produit pas ces inégalités. Les inégalités, ce sont des inégalités qui étaient produites au préalable. Par exemple, il y a la différence de langue. Il y a certains élèves qui parlent le français chez eux et arrivés à l'école, ils parlent également le français. Donc, ce n'est pas quelque chose de culturel. Par contre, il y a certains élèves qui passent toute la journée chez eux à parler le créole. Arrivés à l'école, c'est comme s'ils étaient, c'est comme s'ils faisaient face à une nouveauté. Donc, voilà, ça, c'est l'inégalité. Il y a également l'inégalité sociale. Donc, certains élèves ne jouissent pas des mêmes privilèges que d'autres. Comme il y a également la différence cognitive, donc les inégalités cognitives. Certains élèves, comme les enseignants essaient de démontrer, certains élèves donc, sont naturellement plus intelligents que d'autres. Ce sont là les inégalités. Maintenant, la différenciation pédagogique, en essayant d'adapter l'enseignement à chaque élève, à leur niveau, eh bien, rabaisse certaines fois quelques élèves. Comme nous l'a montré Prochette, il a affirmé que la différenciation peut conduire à donner aux élèves défavorisés une version approfondie du savoir. Par exemple, pour mener l'élève à comprendre mieux quelque chose, eh bien, cet élève-là, on utilise, comme Bernstein, et on utilise le code restreint, à savoir le créole, pour faire comprendre quelque chose à un élève. Et pourtant, un autre élève accepte un savoir plus ou moins élevé par le code élaboré qu'est le français pour comprendre cette même classe. Donc, de ce fait, l'élève qui avait accès au français, eh bien, se voit supérieur par rapport à l'élève qui avait accès au créole. D'où l'inégalité linguistique participe à la reproduction des inégalités sociales. Voilà. Et tu proposes quoi alors pour régler ça? Ok,
la proposition, c'est que pour les perspectives, donc on avait d'abord, nous avons parlé d'objectifs communs exigeants pour tous les élèves, en diversifiant les chemins pour atteindre le savoir. Mais il faut préciser, il faut que tous les élèves comprennent pourquoi ils reçoivent telle tâche plutôt que telle autre tâche, pour éviter d'abord la stigmatisation et également pour motiver cet élève donc à se surpasser, voilà, en quelque sorte, à se surpasser pour atteindre le niveau qu'il faut. Il y a également, si on doit prendre en compte l'aspect linguistique, donc je pense que nous avons parlé alors, proposer une politique linguistique claire qui valorise le créole comme une source pédagogique, puisque certaines fois, les élèves comprennent certaines choses en créole et pourtant, ils ne les comprennent pas en français. Donc, je pense que le créole doit être valorisé comme une source pédagogique légitime et doit être en parfaite progression vers le français et de manière structurée. Ce n'est pas de manière surprise, mais de manière structurée. Voilà. OK. Alors, tu n'as pas répondu, mais en moins d'une minute, hein, parce que je dois passer la parole au directeur de mémoire. Tu n'as pas répondu à ma question parce que l'école reproduction sociale, on dit la même chose dans les pays capitalistes occidentaux. Quelle différence, puisque tu dis la même chose pour Haïti, et on a les auteurs en sociologie qui disent la même chose dans les pays capitalistes occidentaux. Quelle, quelle, quelle spécificité que tu vois pour Haïti, ou est-ce que c'est exactement la même chose? D'abord, on va préciser qu'Haïti n'est pas à la même échelle, à la même échelle que les autres pays. Voilà. Ça, Et c'est que, clair. voilà, merci. Et que cette inégalité, même si c'est quelque chose qu'on va observer, même avec ces perspectives que nous proposons ici, on va toujours l'observer. Par contre, dans notre système éducatif, je pense que c'est plus ou moins atteint par rapport aux autres pays. Parce que, je dois le dire, Haïti s'inscrit dans un système diglossique. L'éducation haïtienne s'inscrit dans un système de langue, donc, où le français est considéré comme la langue de l'enseignement et également la langue institutionnelle. Alors que la majorité des Haïtiens, comme nous l'avons précisé dans notre travail, 90% ou plus des Haïtiens parlent le créole. Donc, le plus gros problème, c'est l'aspect linguistique. Donc, puisque nous apprenons dans une langue et que nous avons une autre langue maternelle et quotidienne, donc certaines choses, nous accédons à certaines choses uniquement par formalité. Mais nous ne les OK. comprenons pas vraiment et ces choses-là ne sont pas ancrées dans notre quotidien. Par exemple, la citoyenneté, tout ça. OK, alors je te signale que dans les grands pays développés, les élèves sont comme en Haïti, de ce point de vue, de ce point de vue. Chez eux, ils parlent espagnol aux Chinois quand ils rentrent dans la famille, et quand ils vont à l'école ou dehors, ils parlent anglais, ou ils parlent le français aux États-Unis. Ils rentrent chez eux, ils parlent espagnol, ils parlent chinois, ils parlent japonais, ils parlent iranien, ils parlent tout hébreu, etc. Et puis quand ils vont à l'école, ils parlent anglais. En France, pareil. Ils rentrent chez eux, ils parlent la langue du Mali, du Togo, ils parlent leur langue dans la famille, ils parlent l'arabe, ils parlent le créole aussi, parce qu'il y a plein d'Antillais aussi, ils parlent tout. Mais quand ils sont à l'école, ils parlent le français. C'est comme quelque part, peut-être qu'il y a des différences que je ne perçois pas bien, mais c'est comme ce que tu dis, les enfants, ils sont chez eux avec leur famille, ils parlent le créole, et après, ils sont à l'école, ils doivent parler le français. Tu vois? Alors, tout ça mérite une réflexion, quelque chose de plus sain que ça. Enfin, bon, c'est pour ta réflexion hein, que je dis ça. Hein. Alors, donc, je vais passer la parole, parce que le temps nous fait la guerre. Je vais passer la parole à ton directeur de mémoire, le collègue Roda Landris, s'il a des remarques à faire, pas sur ce que tu as fait seulement, mais sur nos propres remarques aussi.
le directeur veut préciser des choses. Bon, je n'ai pas vraiment grand-chose à ajouter, hein, parce que l'impétrant a signalé les problèmes qu'il y avait eu. Donc, et vraiment, je salue sa détermination, hein, à mener à bien ce travail, hein. Et il faut dire aussi qu'il a eu pas mal de difficultés pour trouver les écoles. Ça a été très, très, très difficile, hein. On est dans un pays où les gens n'ont pas l'habitude, hein, ou bien les gens n'aiment pas du tout que les... On enquête. Ils n'aiment pas qu'on enquête. Ils n'aiment pas qu'on enquête. Exactement. Ils n'aiment pas qu'on enquête. Et donc, ça a énormément retardé, hein, le travail. Mais on voit ça même. On voit ça même avec les stages de nos étudiants en licence professionnelle. Oui, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas qu'on enquête, ils n'aiment pas qu'on fasse des stages chez eux. C'est très difficile, très, très difficile. Je reconnais, j'admets. Je reconnais, c'est un problème de culture que nous devons poursuivre jusqu'à modifier, parce que le rôle de l'IUS aussi, c'est de modifier la culture. Espérons que ces étudiants-là, qui ont fait ces mauvaises expériences, auront des responsabilités dans le pays, et après, ils pourront aider les nouveaux étudiants qui vont arriver. Donc, c'est justement ce que j'allais dire, puisque les remarques, il y a des remarques qui sont justifiées, mais il y en a d'autres qui ne sont pas tout à fait justifiées, puisque les corrections ont été sont déjà faites, sont déjà prises en compte. C'est pourquoi Samuel n'aura pas beaucoup de choses à faire pour donner sa version finale, puisqu'il a déjà pris en compte, dans sa version que nous n'avons pas entre les mains, il a déjà pris en compte pas mal de remarques. Oui, la version, normalement, a été déjà envoyée à l'IUS, mais on va apporter juste quelques petites modifications pour la modifier. Exact. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie, Ronald. Alors, Samuel, bon, le rapporteur a quelque chose à rajouter. Nous devons mettre un terme. Nous avons déjà dépassé de près de 5 minutes. Est-ce que le rapporteur veut ajouter quelque chose? C'est pas vraiment grand-chose à ajouter, sinon je conseille à M. Samuel vraiment à reprendre son travail, à adapter son travail au canevas de l'IS, et certaines fautes également à corriger. Merci. Okay. Ok. Merci, Ronald. Merci, Dupré. Alors, Samuel, as-tu un mot à dire aux membres du jury? Oui, monsieur Céliben, j'ai quelque chose à dire, mais je dois d'abord vous demander quelque chose. Je pense qu'on va noter le travail écrit. Donc, est-ce qu'on va noter le premier document ou celui que je vais... Non, celui que tu as déjà envoyé, que nous n'avons pas entre les mains. Nous allons le récupérer. Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie, monsieur Céliben. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, pour les suggestions et également les questions qui, peut-être, je dois dire, certainement, m'ont permis de mieux voir certaines choses dans mon travail. Et je remercie fortement monsieur Ronald Ambis qui a toujours été disponible pour moi et également pour mon collègue Isaac. Je remercie également Isaac pour son soutien. Je remercie ma mère de tout cœur qui est en train de m'assister là maintenant, donc pour son accompagnement tout au long de mon parcours. Je remercie les étudiants de l'IUS beaucoup. J'ai beaucoup d'amis à l'IUS. Je remercie l'IUS en soi pour ce travail formidable qu'il effectue au sein du territoire haïtien, pour cette formation de qualité qu'il nous a donné. Et au cours de ces 4 années, au cours de ces 4 années, j'ai appris pas mal de choses et je sais beaucoup de choses et je peux apporter un regard différent d'il y a 4 ans de cela. Donc, je vous remercie infiniment. Merci à tous. Tu es inscrit à l'IUS depuis la L1, depuis la première année? Oui, depuis la première année. Ah oui, je revois ton nom, effectivement. Tu es là depuis quelques années. Donc, tu as vu l'évolution de ta formation de façon continue et après ton bac, tu t'es inscrit directement après ton bac ou quoi?
Non, je ne me suis pas inscrit directement. J'ai passé 2 années dans une autre faculté et ensuite j'ai jugé bon de m'engager à l'IUS parce Ah, que la sociologie m'a toujours passionné, mais il y avait des problèmes de sécurité, donc je ne pouvais pas aller à Port-au-Prince. Alors, je me suis ah, dit, eh bien, je vais faire eh l'expérience. ben, Et cette expérience, je dois dire que c'était une très, très, très bonne et belle expérience. Ça m'a beaucoup appris. eh ben, tu es tombé dans de bonnes mains. Si la sociologie t'intéresse, en plus, tu l'as choisi comme directeur de mémoire, puisque tu l'as eu en deuxième année aussi. Tu as eu le professeur Ronald Endris en deuxième année. Tu l'as eu aussi peut-être en troisième année. Donc, tu l'as eu en main jusqu'à la soutenance de mémoire. Il t'a pas lâché. Oh, j'ai passé beaucoup de temps avec M. Andris et je dois dire que je salue ses compétences et également le fait qu'il veut toujours que tout le monde soit à la hauteur. Donc, c'est ce qu'il nous Bien a sûr, appris durant les années. bien sûr. Il voulait toujours qu'on soit à la hauteur et si nous avons tant appris, je crois que c'est en grande partie, en majeure partie grâce à lui. Eh ben, c'est ça qu'un prof. C'est ça un prof. Il veut que il veut transmettre son savoir. C'est un passeur de savoir. Donc, s'il veut passer son savoir aux jeunes, eh bien, il faut capter le savoir. Il ne faut pas laisser passer. Voilà, eh bien, tant mieux si tes professeurs, notamment M. Ronald Endris, si l'IES et les autres profs t'ont appris des choses, t'ont apporté des choses, eh bien, tant mieux. C'est ça le but du jeu, c'est ce que nous cherchons à faire, monter le niveau général, et pas seulement pour nos étudiants, mais voire même dans la société, puisque avec ton directeur, nous venons d'évoquer le fait que les chefs d'entreprise, que les administrations n'aiment pas trop donner des formations, n'aiment pas trop collaborer avec la jeunesse en termes de stage, en termes d'enquête. Ils n'aiment pas trop, mais nous avons ça comme objectif, modifier cette culture. Et le professeur Ronald Endris a dit quelque chose de très important quand il dit espérons que nos étudiants actuels vont occuper des fonctions demain et là, ils vont être beaucoup plus réceptifs vis-à-vis de jeunes qui cherchent un stage, qui fait une enquête, qui fait un questionnaire. Souhaitons que nos étudiants actuels qui deviendront des responsables de demain soient plus réceptifs vis-à-vis de la jeunesse qui vient se former. Voilà. Ben, merci à toi, Samuel. Merci pour tout ce travail. Merci à tous. Merci à tout l'auditoire. Et nous recommençons demain matin notre série de soutenance. Voilà. Parce que nous ne voulons pas que nos étudiants perdent des années. Un étudiant qui est inscrit en première année, 4 ans après, il doit sortir avec sa licence. Nous ne voulons pas qu'il redouble pour que les parents aient à payer une deuxième année, 2 fois la même année, 3 fois la même année. C'est pas ça l'université. Il faut que l'étudiant qui rentre en L1 et qui travaille sérieusement, 4 ans après, il soit licencié. Voilà. Merci à tous et à demain pour les prochaines soutenances. Au revoir. Merci d'arrêter.